À Georges Pouchet. Je n'étais point revenu à Virelogne depuis 15 ans. J'y retournais chasser à l'automne chez mon ami Serval, qui avait enfin fait reconstruire son château détruit par les Prussiens. J'aimais ce pays infiniment. Il est des coins du monde délicieux qui ont pour les yeux un charme sensuel. On les aime d'un amour physique. Nous gardons, nous autres que séduit la terre, des souvenirs tendres pour certaines sources, certains bois, certains étangs, certaines collines vues souvent et qui nous ont attendris à la façon des événements heureux. Quelquefois même la pensée retourne vers un coin de forêt ou un bout de berge ou un verger poudré de fleurs, aperçu une seule fois, par un jour gai, et resté en notre cœur comme ces images de femmes rencontrées dans la rue un matin de printemps, avec une toilette claire et transparente, et qui nous laissent dans l'âme et dans la chair un désir inapaisé, inoubliable, la sensation du bonheur coudoyé. À Virelogne, j'aimais toute la campagne, semée de petits bois et traversée par des ruisseaux qui couraient dans le sol comme des veines, portant le sang à la terre. On pêchait là-dedans des écrevisses, des truites et des anguilles. Bonheur divin. On pouvait se baigner par places, et on trouvait souvent des bécassines dans les hautes herbes qui poussaient sur les bords de ces minces cours d'eau. J'allais léger comme une chèvre, regardant mes 2 chiens fourrager devant moi. Serval, à 100 mètres sur ma droite, battait un champ de luzerne. Je tournai les buissons qui forment la limite du bois des Saudres et j'aperçus une chaumière en ruine. Tout à coup, je me la rappelai, telle que je l'avais vue pour la dernière fois en 1869, propre, vêtue de vigne, avec des poules devant la porte. Quoi de plus triste qu'une maison morte, avec son squelette debout, délabré, sinistre. Je me rappelais aussi qu'une bonne femme m'avait fait boire un verre de vin là-dedans, un jour de grande fatigue, et que Serval m'avait dit alors l'histoire des habitants. Le père, vieux braconnier, avait été tué par les gendarmes. Le fils, que j'avais vu autrefois, était un grand garçon sec, qui passait également pour un féroce destructeur de gibier. On les appelait les sauvages. Était-ce un nom ou un sobriquet? Je hélai Serval, il s'en vint de son long pas d'échassier. Je lui demandai « Que sont devenus les gens de là ?» Et il me conta cette aventure. Lorsque la guerre fut déclarée, le fils sauvage, qui avait alors 33 ans, s'engagea, laissant la mère seule au logis. On ne la plaignait pas trop, la vieille, parce qu'elle avait de l'argent, on le savait. Elle resta donc toute seule dans cette maison, isolée, si loin du village, sur la lisière du bois. Elle n'avait pas peur, du reste, étant de la même race que ces hommes, une rude vieille, haute et maigre, qui ne riait pas souvent, et avec qui on ne plaisantait point. Les femmes des champs ne rient guère d'ailleurs. C'est affaire aux hommes, cela. Elles ont l'âme triste et bornée, ayant une vie morne et sans éclaircie. Le paysan apprend un peu de gaieté bruyante au cabaret, mais sa compagne reste sérieuse, avec une physionomie constamment sévère. Les muscles de leur face n'ont point appris les mouvements du rire. La mère sauvage continua son existence ordinaire dans sa chaumière, qui fut bientôt couverte par les neiges. Elle s'en venait au village une fois par semaine, chercher du pain et un peu de viande, puis elle retournait dans sa masure. Comme on parlait des loups, elle sortait le fusil au dos, le fusil du fils, rouillé, avec la crosse usée par le frottement de la main, et elle était curieuse à voir, la grande sauvage, un peu courbée, allant à lentes enjambées par la neige, le canon de l'arme dépassant la coiffe noire qui lui serrait la tête et emprisonnait ses cheveux blancs que personne n'avait jamais vus. Un jour, les Prussiens arrivèrent. On les distribua aux habitants selon la fortune et les ressources de chacun. La vieille, qu'on savait riche, en eut 4. C'étaient 4 gros garçons à la chair blonde, à la barbe blonde, aux yeux bleus, demeurés gras malgré les fatigues qu'ils avaient endurées déjà, et bons enfants, bien qu'en pays conquis. Seuls chez cette femme âgée, ils se montrèrent pleins de prévenance pour elle, lui épargnant autant qu'ils le pouvaient des fatigues et des dépenses. On les voyait tous les 4 faire leur toilette autour du puits le matin, en manches de chemise, mouillant à grande eau dans le jour cru des neiges, leur chair blanche et rose d'hommes du Nord, tandis que la mère sauvage allait et venait, préparant la soupe. Puis on les voyait nettoyer la cuisine, frotter les carreaux, casser du bois, éplucher les pommes de terre, laver le linge, accomplir toutes les besognes de la maison, comme 4 bons fils autour de leur mère.
Mais elle pensait sans cesse au sien, la vieille, à son grand maigre au nez crochu, aux yeux bruns, à la forte moustache qui faisait sur sa lèvre un bourrelet de poils noirs. Elle demandait chaque jour à chacun des soldats installés à son foyer: « Savez-vous où est parti le régiment français 23e de marche? Mon garçon est dedans. » Il répondait: « Non, pas su, pas savoir du tout. » Et comprenant sa peine et ses inquiétudes, eux qui avaient des mères là-bas, ils lui rendaient 1000 petits soins. Elle les aimait bien d'ailleurs, ces 4 ennemis. Car les paysans n'ont guère les haines patriotiques, cela n'appartient qu'aux classes supérieures. Les humbles, ceux qui payent le plus parce qu'ils sont pauvres, et que toute charge nouvelle les accable, ceux qu'on tue par masse, qui forment la vraie chair à canon, parce qu'ils sont le nombre, ceux qui souffrent enfin le plus cruellement des atroces misères de la guerre, parce qu'ils sont les plus faibles et les moins résistants, ne comprennent guère ces ardeurs belliqueuses, ce point d'honneur excitable et ces prétendues combinaisons politiques, qui épuisent en 6 mois 2 nations, la victorieuse comme la vaincue. On disait dans le pays, en parlant des Allemands de la mer sauvage, « En v'là 4 qu'ont trouvé leur gîte !» Or, un matin, comme la vieille femme était seule au logis, elle aperçut au loin, dans la plaine, un homme qui venait vers sa demeure. Bientôt, elle le reconnut. C'était le piéton chargé de distribuer les lettres. Il lui remit un papier plié et elle tira de son étui les lunettes dont elle se servait pour coudre. Puis elle lut. « Madame Sauvage, la présente est pour vous porter une triste nouvelle. Votre garçon Victor a été tué hier par un boulet, qu'il a sensément coupé en 2 parts. J'étais tout près, vu que nous nous trouvions côte à côte dans la compagnie, et qu'il me parlait de vous pour vous prévenir au jour même s'il lui arrivait malheur. J'ai pris dans sa poche sa montre pour vous la rapporter quand la guerre sera finie. Je vous salue amicalement. Césaire Rivaux, soldat de 2e classe, au 23e de marche. » La lettre était datée de 3 semaines. Elle ne pleurait point. Elle demeurait immobile, tellement saisie, hébétée, qu'elle ne souffrait même pas encore. Elle pensait: « V'là Victor qui est tué maintenant. » Puis peu à peu les larmes montèrent à ses yeux, et la douleur envahit son cœur. Les idées lui venaient une à une, affreuses, torturantes. Elle ne l'embrasserait plus, son enfant, son grand, plus jamais. Les gendarmes avaient tué le père, les Prussiens avaient tué le fils. Il avait été coupé en 2 par un boulet. Et il lui semblait qu'elle voyait la chose horrible, la tête tombant, les yeux ouverts, tandis qu'il mâchait le coin de sa grosse moustache, comme il faisait aux heures de colère. Qu'est-ce qu'on avait fait de son corps après? Si seulement on lui avait rendu son enfant, comme on lui avait rendu son mari avec sa balle au milieu du front. Mais elle entendit un bruit de voix. C'étaient les Prussiens qui revenaient du village. Elle cacha bien vite la lettre dans sa poche et elle les reçut tranquillement avec sa figure ordinaire, ayant eu le temps de bien essuyer ses yeux. Ils riaient tous les 4, enchantés, car ils rapportaient un beau lapin, volé sans doute, et ils faisaient signe à la vieille qu'on allait manger quelque chose de bon. Elle se mit tout de suite à la besogne pour préparer le déjeuner. Mais quand il fallut tuer le lapin, le cœur lui manqua. Ce n'était pas le premier pourtant. Un des soldats l'assomma d'un coup de poing derrière les oreilles. Une fois la bête morte, elle fit sortir le corps rouge de la peau. Mais la vue du sang qu'elle maniait, qui lui couvrait les mains, du sang tiède qu'elle sentait se refroidir et se coaguler, la faisait trembler de la tête aux pieds. Et elle voyait toujours son grand, coupé en 2, et tout rouge aussi, comme cet animal encore palpitant. Elle se mit à table avec ses Prussiens, mais elle ne put manger, pas même une bouchée. Ils dévorèrent le lapin sans s'occuper d'elle. Elle les regardait de côté, sans parler, mûrissant une idée, et le visage tellement impassible qu'ils ne s'aperçurent de rien. Tout à coup, elle demanda: « Je ne sais seulement point vos noms, et v'là un mois que nous sommes ensemble. » Ils comprirent, non sans peine, ce qu'elle voulait, et dirent leurs noms. Cela ne lui suffisait pas. Elle se les fit écrire sur un papier, avec l'adresse de leur famille, et reposant ses lunettes sur son grand nez, elle considéra cette écriture inconnue, puis elle plia la feuille, et la mit dans sa poche, par-dessus la lettre qui lui disait la mort de son fils. Quand le repas fut fini, elle dit aux hommes: « Je vais travailler pour vous. » Et elle se mit à monter du foin dans le grenier où il couchait.
Ils s'étonnèrent de cette besogne. Elle leur expliqua qu'ils auraient moins froid, et ils l'aidèrent. Ils entassaient les bottes jusqu'au toit de paille, et ils se firent ainsi une sorte de grande chambre, avec 4 murs de fourrage chaude et parfumée, où ils dormiraient à merveille. Au dîner, un d'eux s'inquiéta de voir que la mère sauvage ne mangeait point encore. Elle affirma qu'elle avait des crampes. Puis elle alluma un bon feu pour se chauffer, et les 4 Allemands montèrent dans leur logis par l'échelle qui leur servait tous les soirs. Dès que la trappe fut refermée, la vieille enleva l'échelle, puis rouvrit sans bruit la porte du dehors, et elle retourna chercher des bottes de paille, dont elle emplit sa cuisine. Elle allait, nu-pieds, dans la neige, si doucement qu'on n'entendait rien. De temps en temps, elle écoutait les ronflements sonores et inégaux des 4 soldats endormis. Quand elle jugea suffisants ces préparatifs, elle jeta dans le foyer une des bottes, et lorsqu'elle fut enflammée, elle l'éparpilla sur les autres, puis elle ressortit et regarda. Une clarté violente illumina en quelques secondes tout l'intérieur de la chaumière, puis ce fut un brasier effroyable, un gigantesque four ardent dont la lueur jaillissait par l'étroite fenêtre et jetait sur la neige un éclatant rayon, puis un grand cri partit du sommet de la maison, puis ce fut une clameur de hurlements humains, d'appels déchirants d'angoisse et d'épouvante, puis la trappe s'étant écroulée à l'intérieur, un tourbillon de feu s'élança dans le grenier, perça le toit de paille, monta dans le ciel comme une immense flamme de torche, et toute la chaumière flamba. On n'entendait plus rien dedans que le crépitement de l'incendie, le craquement des murs, l'écroulement des poutres. Le toit tout à coup s'effondra, et la carcasse ardente de la demeure lança dans l'air, au milieu d'un nuage de fumée, un grand panache d'étincelles. La campagne blanche, éclairée par le feu, luisait comme une nappe d'argent teintée de rouge. Une cloche au loin se mit à sonner. La vieille sauvage restait debout, devant son logis détruit, armée de son fusil, celui du fils, de crainte qu'un des hommes n'échappât. Quand elle vit que c'était fini, elle jeta son arme dans le brasier. Une détonation retentit. Des gens arrivaient, des paysans, des Prussiens. On trouva la femme assise sur un tronc d'arbre, tranquille et satisfaite. Un officier allemand, qui parlait le français comme un fils de France, lui demanda « Où sont vos soldats ?» Elle tendit son bras maigre vers l'amas rouge de l'incendie qui s'éteignait, et elle répondit d'une voix forte « Là-dedans !» On se pressait autour d'elle. Le Prussien demanda « Comment le feu a-t-il pris ?» Elle prononça « C'est moi qui l'ai mis. » On ne la croyait pas. On pensait que le désastre l'avait soudain rendue folle. Alors, comme tout le monde l'entourait et l'écoutait, elle dit la chose, d'un bout à l'autre, depuis l'arrivée de la lettre jusqu'au dernier cri des hommes flambés avec sa maison. Elle n'oublia pas un détail de ce qu'elle avait ressenti, ni de ce qu'elle avait fait. Quand elle eut fini, elle tira de sa poche 2 papiers, et pour les distinguer, aux dernières lueurs du feu, elle ajusta encore ses lunettes, puis elle prononça, montrant l'un, « Ça, c'est la mort de Victor. » Montrant l'autre, elle ajouta, en désignant les ruines rouges d'un coup de tête, « Ça, c'est leur nom pour qu'on écrive chez eux. » Elle tendit tranquillement la feuille blanche à l'officier, qui la tenait par les épaules, et elle reprit. « Vous écrirez comment c'est arrivé, et vous direz à leurs parents que c'est moi qui a fait ça. Victoire Simon, la sauvage. N'oubliez pas. » L'officier criait des ordres en allemand. On la saisit, on la jeta contre les murs encore chauds de son logis. Puis 12 hommes se rangèrent vivement en face d'elle, à 20 mètres. Elle ne bougea point. Elle avait compris. Elle attendait. Un ordre retentit, qu'une longue détonation suivit aussitôt. Un coup attardé partit tout seul, après les autres. La vieille ne tomba point. Elle s'affaissa, comme si on lui eût fauché les jambes. L'officier prussien s'approcha, elle était presque coupée en 2, et dans sa main crispée, elle tenait sa lettre baignée de sang. Mon ami Serval ajouta « C'est par représailles que les Allemands ont détruit le château du pays qui m'appartenait. » Moi, je pensais aux mères des 4 garçons brûlés là-dedans, et à l'héroïsme atroce de cette autre mère,
fusillé contre ce mur. Et je ramassai une petite pierre, encore noircie par le feu.